Donc bonjour à tous et puis je remercie les organisatrices de m'avoir invitée. Donc je suis Flore Barcellini, je suis professeure des universités en ergonomie, pas très loin d'ici, rue Gay-Lussac, au Centre de recherche sur le travail et le développement, qui est un laboratoire qui regroupe une équipe d'ergonomie dont je fais partie, une équipe de psychologie du travail et une équipe de psychologie de l'orientation. Et je suis également chercheur associé à iCube, donc le laboratoire auquel appartiennent Michael et Françoise. Et on a travaillé ensemble, même si je ne vais pas vous parler de ces travaux aujourd'hui, mais il y a des proximités. Donc en fait aujourd'hui, ce que j'ai proposé de faire en accord avec les organisatrices, c'est de vous présenter quel peut être le point de vue de l'ergonomie de l'activité sur la conduite du changement. Alors pour faire le lien avec le thème du séminaire, la conduite du changement, on la voit comme un processus collectif de conception de situations de travail. Alors je vais vous expliquer pourquoi de situations de travail. Donc je suis ergonome, donc on s'intéresse au travail réel et à ses transformations. Donc la forme de conduite du changement dont je vais parler aujourd'hui, c'est bien un processus collectif de conception de situations de travail. Alors pour poser un peu ce point de vue, je vais commencer assez brièvement par présenter ce que c'est que l'ergonomie de l'activité et ses évolutions actuelles vers une ergonomie qu'on appelle constructive. Alors pour ceux qui travaillent avec Marianne, peut-être que ça vous semblera des redites, mais bon, j'ai fait l'hypothèse et on en a rediscuté également avec Marianne de se dire que ça mérite. C'était nécessaire que je vous présente un peu le point de vue depuis lequel je vous parle, tout en sachant que je ne vais pas vous parler ni de table, ni de chaise, ni de brosse à dents. Parce qu'en général, quand on dit qu'on est ergonome, on dit « Ah oui, alors, est-ce que je suis bien assis ?» Eh bien, je ne sais pas, je ne m'occupe pas de ça et je ne fais pas de gestes et postures ni de biomécanique. Voilà, donc c'est pas de cette ergonomie-là dont je vais vous parler, mais bien de l'ergonomie des activités en situation réelle de travail et de leur transformation. Ensuite, je reviendrai sur les points de vue que l'ergonomie l'ergonomie d'activité peut porter sur les processus collectifs de conception et leur conduite, l'action sur ces processus collectifs de conception. Et puis, si j'ai le temps, je parlerai d'un concept qu'on est en train de travailler, qui est celui d'intervention capacitante en conduite du changement. Alors, on verra ce que ça veut dire qu'intervention et ce que ça veut dire que capacitant. Et conduite du changement, on sait à peu près ce que ça veut dire. Et puis je terminerai sur un exemple, sur une forme de conduite du changement dans le monde agricole qui est basée sur un travail de thèse qu'on encadre avec Lorraine ici présente et avec la supervision experte de Marianne. Donc quel travail de thèse de Marie Chizalet qui porte sur l'accompagnement des transitions agroécologiques sur un territoire. Et je l'ai intitulé de l'entreprise au territoire. Le cas de l'accompagnement des transitions agroécologiques. Alors on verra pourquoi de l'entreprise au territoire. C'est parce que l'ergonomie de l'activité s'est fortement construite en lien avec le monde de l'entreprise, notamment dans le secteur industriel. Et donc notre discipline est nourrie par ces travaux dans le secteur industriel, ensuite dans le secteur des services, et on essaie de rapatrier des éléments de méthode, des méthodologies qui ont été construits dans le monde des entreprises vers le monde agricole. Donc, on est dans ce mouvement. Tu tiens le temps, Marianne ? Si vous avez des questions, on n'est pas obligé d'attendre la fin. Alors, premier point, donc, qu'est-ce que l'ergonomie de l'activité, l'ergonomie constructive ? Alors, ça va être assez chargé parce que j'ai essayé de vous mettre en un slide toute l'histoire de la discipline. Donc, ce qu'on appelle l'ergonomie de l'activité, c'est une ergonomie qui s'est principalement développée dans les pays francophones. Donc, on appelait ça dans le temps l'ergonomie de langue française, mais on est plus maintenant sur le terme ergonomie de l'activité. Et donc, derrière cette discipline, on a un certain nombre de courants théoriques en psychologie, comme la théorie de l'activité, le constructivisme, les travaux de Piaget sur le développement notamment des enfants, le cognitivisme, tous les travaux sur les processus cognitifs à l'œuvre dans les activités humaines. Donc ça, c'est sur le versant plutôt compréhension des activités humaines en situation de travail. Donc on a ces influences, théorie de l'activité, constructivisme, cognitivisme.
Et puis, on a tout un autre pan de recherche qui est sur l'action que peuvent avoir les ergonomes sur la transformation des situations de travail. Et du coup, là, les influences théoriques sont diverses. On a alors la théorie des acteurs stratégiques de Crozier et Friedberg sur un peu les différents acteurs stratégiques qui évoluent dans les entreprises. Le courant sociotechnique qui s'est notamment intéressé à la conduite de projet. Et puis, au niveau du travail sur les organisations de travail, on a la théorie des régulations sociales de Reynaud et de Terssac. Alors, ça fait un peu listing, hein. Évidemment, je ne peux pas vous présenter toutes ces théories, mais c'est pour vous montrer un peu les influences qui sont sous-jacentes à la discipline. Et puis, une dernière théorie importante, c'est celle du praticien réflexif de Schoen, qui a beaucoup influencé la pratique réelle des ergonomes en situation de travail, avec tout le développement d'une épistémologie de l'action des ergonomes en situation de travail. Donc pour synthétiser, dans l'action et les recherches en ergonomie, on a toute une partie qui porte sur la compréhension de l'activité réelle des êtres humains dans des situations de travail, donc compréhension située des systèmes de travail et des activités humaines. Et puis on a toute une partie transformation, comment conduire des transformations de ces situations de travail. Alors quand je dis système de travail, il faut bien penser système de travail dans ses dimensions sociales, techniques et organisationnelles. Organisationnelles dans le sens où quand on travaille dans une entreprise ou dans une institution, notre travail est déterminé par un certain nombre de règles organisationnelles, de coopération, de coordination, etc. Et l'ensemble des composantes de système de travail, on le dit, socialement déterminé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire socialement déterminé ? Ça veut dire que nos outils de travail, les règles organisationnelles dans lesquelles on évolue, sont le fruit de décisions qui sont construites et sur lesquelles on peut également agir. Et donc, on évolue, les êtres humains en situation d'action et de travail évoluent dans un système de prescription qui vont cadrer leur travail. Et donc, pour comprendre les activités humaines en situation de travail, on va analyser ce système de prescription et on va analyser les activités qui sont mises en œuvre. Alors, on a un certain nombre de concepts assez clés que je vais évidemment pas vous présenter tous, mais donc le concept de prescription est extrêmement intéressant, enfin important pour les ergonomes. Quelles sont les prescriptions qui cadrent le travail ? On s'intéresse à des êtres humains et des situations singulières. Donc les méthodes qu'on développe pour comprendre le travail et pour agir sont toujours situées. C'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question est-ce que je suis bien là, si ou pas, sans savoir ce que vous faites en fait. Exemple. Donc être humain et situation singulière, et on a un autre concept, enfin un autre concept assez fort, c'est l'écart entre le prescrit et le réel. Autrement dit, le travail tel que l'organisation pense qu'il doit être fait et le travail tel qu'il est réellement fait. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis un dernier concept fort, c'est le concept de régulation. Toute activité en situation de travail est le fruit de régulation mise en œuvre par les personnes qui travaillent entre leur système de prescription et puis leur état instantané, etc. Est-ce que ça va, ces idées, ou c'est un peu... C'est quoi la prescription ? Alors, la prescription, par exemple, c'est la tâche qu'on doit réaliser. Alors, j'essaye depuis tout à l'heure de... je vais vous donner un exemple du monde industriel. Je suis opératrice de montage dans une chaîne de montage industriel. Je dois réaliser 10 opérations de montage en 10 secondes. Ça, c'est une prescription. C'est le prescrit. Je suis enseignant-chercheur. Pour être évalué, il faut que je sorte 2 articles tous les 2 ans. C'est une forme de prescription. Et les prescriptions, elles peuvent avoir trait aux objectifs poursuivis. Donc, il faut que je sorte 10 pièces, il faut que je sorte 2 articles, ou les moyens de travail. Pour sortir mes 10 pièces, je vais pouvoir utiliser tel tournevis, tel machin, tel ordinateur, etc. Et donc, c'est important, parce que du coup, ces notions-là, nous,
dans l'exemple que je vous donnerai à la fin, on va essayer de les travailler dans le monde agricole. On verra. Donc ça, c'est le premier versant, compréhension des situations de travail. Et donc, on a un deuxième pan de la discipline. On comprend pour pouvoir transformer les systèmes de travail. Et donc, pour ce faire, l'ergonomie a développé une démarche de conduite de projet, de conduite du changement, centrée sur la conception du travail futur. Alors, j'expliquerai tout à l'heure. Je pense que vous êtes tous familiers des modèles de conduite de projet classiques. Enfin, quand on fait de la recherche, en général, on est amené à travailler dans des projets. Il y a une certaine conduite dans ces projets. Il y a des jalons, il y a des livrables, il y a des acteurs impliqués. Donc, on est dans une forme de conception réglée. Évidemment, dans les entreprises, il y a le mode de conception sous forme de projet est assez répandu. Et donc, le travail des ergonomes et des enseignants-chercheurs en ergonomie a été de développer une méthode qui permet d'agir dans cette conception réglée, en fait. Et donc, cette méthode, je vais vous la présenter tout à l'heure, elle vise en fait, cette démarche plutôt, elle vise à pallier un certain nombre de difficultés dans la conduite de projet telles qu'elles sont en général mises en œuvre. Donc, et je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, on va chercher à favoriser la présence de plusieurs logiques dans la conduite de projet. Alors qu'en général, c'est surtout les logiques techniques ou économiques qui vont dominer, et pas les logiques de formation, et pas les logiques de gestion des ressources humaines, etc. On va chercher à mettre en place des conduites du changement qui soient réellement collaboratives. Alors, comme Françoise et Michael vous ont expliqué ce qu'on entendait par collaborative, c'est co-élaborative. Et pas uniquement informatif, par exemple. Et donc, des conduites de projet qui soient vraiment centrées sur le travail réel et pas sur le travail prescrit. Pas sur le travail tel qu'on pense qu'il doit se faire, mais bien tel qu'il se fait. Et donc, tout ça, ça cherche à favoriser ce qu'on doit tenir dans notre discipline. C'est la santé des opérateurs et des opératrices, des travailleurs, et la performance des opérateurs, des opératrices et des entreprises. Donc on n'est pas uniquement sur le versant santé, on cherche à concevoir des situations d'action, des situations de travail qui combinent santé et performance. Au niveau individuel, au niveau des collectifs de travail et au niveau des organisations, donc des règles qui soutiennent l'action. Donc ça, c'est les fondements de la discipline. Actuellement, on a une évolution de la discipline vers une perspective constructive et développementale, alors je vais expliquer, qui est fortement influencée par les travaux de Amartya Sen, qui a développé le concept de capacité. Alors je ne sais pas si vous êtes familier de ces travaux, plus ou moins. Ce que met en avant Sen, c'est l'importance, par exemple, il ne suffit pas d'avoir le droit de vote pour pouvoir exercer pleinement ce droit de vote. Il faut que le système autour de la personne qui doit exercer ce droit de vote lui permette de comprendre les enjeux du vote, de comprendre ce qu'il y a derrière ce vote, etc. Donc il distingue la notion de capacité, j'ai le droit de vote, de la notion de capacité, je peux exercer pleinement ce droit de vote. Je le fais très simple. Et du coup, on a réinvesti ce concept en ergonomie et ses travaux, et on va s'intéresser plus uniquement à la compréhension et à la transformation de situations de travail dans le versant santé-performance, et on va y ajouter un aspect développemental. C'est-à-dire qu'on va chercher à transformer des situations de travail pour permettre aux individus et aux collectifs de se développer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aux individus de se développer? Ça veut dire de développer des compétences, d'être en capacité de réussir, donc d'agir sur les conditions de réalisation du travail pour que les personnes puissent réussir, développer leurs compétences, et également au niveau collectif, on va chercher le développement de collectifs de travail, c'est-à-dire de collectifs de personnes qui sont capables de développer et de mettre en discussion des critères de qualité de leur action collective. Ça va?
J'essaie de vous résumer la discipline en 10 minutes. Et... Pardon ? Marvelous. Et on va chercher aussi à agir au niveau du développement des organisations. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le développement des organisations ? C'est favoriser des organisations de travail, des entreprises, des règles de travail qui vont être ouvertes aux capacités d'innovation, aux capacités de création des opérateurs et des opératrices, et qui soient en capacité d'évoluer en tenant compte des conditions de réalisation du travail réel, etc. Donc de là, on tire deux concepts que je ne vais pas vous présenter. Le concept d'environnement de travail capacitant, qui est un environnement de travail qui permettrait d'agir efficacement en se développant, en préservant sa santé. Et le concept d'organisation capacitante, qui serait des organisations de travail qui sont en capacité d'évoluer, ouvertes à la créativité des opérateurs. Alors, j'en dirai pas plus, je vous l'ai présenté uniquement pour que vous ayez en tête cet adjectif de capacitant qui est lié aux capacités effectives des personnes en situation. Alors, c'est important de caler tout ça pour comprendre ensuite ce qu'on peut proposer dans ce cadre-là aux sciences de la conception. Donc du coup, compte tenu de ces éléments, quel est le point de vue de l'ergonomie ou quelles ont été les recherches de l'ergonomie de l'activité en lien avec la conception et les processus de conception? En fait, il y a deux grands pôles de recherche. Si vous avez suivi et que vous avez compris que l'ergonomie, c'était comprendre le travail pour le transformer, il y a tout un pan de recherche qui va porter sur la compréhension du travail. Et du coup, quand on l'amène dans le champ de la conception, il y a eu un certain nombre de recherches sur la compréhension des activités individuelles et collectives en conception. Ce que vous ont présenté Françoise et Michael, c'est dans la lignée de ces travaux en fait. Il y a eu un certain nombre de travaux, notamment dans la lignée des propositions de Simon, sur la compréhension du raisonnement des concepteurs, du raisonnement des architectes, du raisonnement des informaticiens, du raisonnement des ingénieurs mécaniciens, etc. Et puis ensuite, ces premiers travaux sur le raisonnement plutôt individuel, ils ont évolué et on s'est intéressé aux activités collaboratives de conception. Typiquement, ce que vous ont présenté Françoise et Michael. Et ça, dans divers contextes techniques. Est-ce qu'on est dans du travail à distance? Est-ce qu'on est dans du travail avec des outils de réalité augmentée? Est-ce qu'on est dans du travail de conception avec des dispositifs techniques? Est-ce qu'on est dans une situation de travail assistée par ordinateur? Et de là, on a tiré un certain nombre de travaux que, évidemment, je ne vais pas vous présenter, sur l'activité des concepteurs. Donc on va s'intéresser aux apprentissages mutuels en conception, au rôle de l'argumentation dans la collaboration, ça c'est plutôt en lien avec ce que Michael et Françoise vous ont présenté, au rôle des objets intermédiaires, au rôle des supports tangibles, par exemple l'esquisse en conception architecturale, quel est son rôle pour favoriser la génération de solutions de conception. Donc ça, Françoise, par exemple, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il y a un certain nombre de travaux sur cette question. Et puis, la dernière évolution, c'est les travaux sur la qualité de la collaboration en conception, présentés juste avant. Et puis, il y a également beaucoup de travaux qui ont été menés sur l'organisation du travail collectif de conception, l'organisation des concepteurs dans des projets structurés avec des étapes, des jalons, etc. Sur les espaces d'activité dans lesquels ils pouvaient agir. Est-ce qu'il y a des espaces de discussion, des réunions où ils peuvent concevoir, ou est-ce qu'ils travaillent beaucoup à distance? Et on peut, dans ce cadre-là, on a proposé une forme de formalisation de ces projets de conception sous forme de chronique, avec des étapes à modéliser, des actions, etc. Alors, j'en parle parce qu'en fait, on verra que cette méthode, on l'a réinvestie dans le monde agricole. Il faut le garder en tête. J'en dirai pas plus, ça mériterait toute une autre journée de séminaire que de présenter tout ça. Et moi, ce sur quoi je vais me centrer aujourd'hui, c'est le deuxième bloc. Donc, il y a ce premier bloc, on s'intéresse aux activités individuelles et collectives des concepteurs.
Et le deuxième bloc, c'est on s'intéresse à l'action sur les processus collectifs de conception. C'est ce qu'on va appeler une intervention ergonomique. On intervient dans les processus collectifs de conception, et du coup ça nécessite de mener des recherches sur comment se déroulent ces processus et de développer des méthodes d'action en fait, que je vais vous présenter juste après. Est-ce que ça va pour ça? Ça a l'air. Ok. Donc du coup je me centre sur le deuxième bloc donc l'idée c'est d'agir sur la conception des situations de travail. Et cette démarche, elle a commencé à se construire dans le milieu des années 80 en fait, notamment sous l'impulsion de recherches qui étaient menées au CNAM, par là-bas, je ne sais pas où, rue Gay-Lussac, et par la création d'un cours au CNAM, ergonomie et conduite de projet industriel, par François Dalmélou, qui était enseignant-chercheur à l'époque. Et donc je le mentionne parce que ça s'appelait projet industriel. Donc vous allez voir une influence de ces projets industriels dans la structuration de la démarche. Et l'idée à l'époque, c'était de faire face à certains écueils des conduites de projet qui avaient été mises en évidence par les recherches en sociotechnique, qui s'étaient beaucoup intéressées à la façon dont étaient conduits les grands projets d'investissement dans les années 80 et aux échecs de ces projets. Et du coup, de ça, on en a tiré un certain nombre de leçons. Et ça, combiné à l'analyse des pratiques des ergonomes de l'époque, a conduit à élaborer une démarche d'intervention. Donc il y a un mixte entre l'influence de recherche sociotechnique et puis la conception d'une démarche, je dirais, empirique, basée sur l'expérience et le retour d'expérience de la participation des ergonomes qui, à l'époque, avaient, par exemple, participé à la reconception des salles des rotativistes du monde. Donc ça, c'était une grosse étude, ou la conception ou la reconception de grosses usines de process chimiques, donc avec des enjeux de fiabilité importants, etc. Donc ce qui est derrière, c'est ça. Et donc, faire face aux écueils des processus collectifs de conception et du coup enrichir les projets de transformation de situation de travail. Donc on en a dégagé un certain nombre de principes de l'intervention ergonomique en conception que je vais vous rappeler. Et puis on verra si on a le temps. Aussi, j'ai l'impression que ça ne fait pas déjà trop. On verra ces évolutions actuelles, donc avec le versant intervention capacitante en conduite du changement. Mais il est possible que déjà les deux premiers points, ça suffit. Alors, premier point, faire face aux écueils des processus collectifs de conception. Il reste 10 minutes ? Ouais. Faire face aux écueils des processus collectifs de conception. Ce qui a été montré par notamment les études sociotechniques et le travail des ergonomes, c'est que souvent quand on va introduire une nouveauté dans une situation de travail, un robot, une nouvelle technique, une nouvelle façon de gérer ces systèmes de culture, j'essaye de faire un pont vers le monde agricole, la vision qui domine, c'est souvent une vision technocentrée, centrée sur la technique. Et du coup, le travail réel et les conséquences de l'introduction de cette technologie sur le travail n'est pas pensé, ou si c'est pensé uniquement en termes prescrits. On pense qu'avec ça, l'opérateur, l'opératrice va pouvoir faire ceci, cela. Donc son travail, de toute façon, c'est de sortir 10 pièces en 10 secondes. Bon, si on lui donne un outil en plus, ça va très bien se passer, il n'y aura pas de problème. Donc on va ignorer toutes les variabilités, tous les aléas, etc. Je fais ça. Donc, souvent une absence de prise en compte du travail des opératrices et du coup, les travailleurs sont vus comme une variable d'adaptation. On va leur coller un nouveau robot sur leur ligne de montage et puis ils vont apprendre à agir avec. Je fais simple et caricatural, mais c'est souvent ce qu'on observe. Et toutes les questions de formation, de ressources humaines sont traitées comme des conséquences et pas du tout anticipées en amont des projets. Donc c'est les logiques techniques et économiques qui dominent. Et ce qui est également observé sur le versant plus collaboration, c'est qu'il y a souvent une très faible collaboration réelle, dans le sens que Michael et Françoise, dans le sens où Michael et Françoise vont présenter,
faible collaboration réelle. On va faire des groupes de travail, mais on ne sait pas bien ce qu'on travaille dans ces groupes de travail. On va faire des comités de pilotage, mais on ne sait pas bien ce qu'on pilote dans ces comités de pilotage. Comme vous avez sans doute tous participé à des projets, je vous vois sourire, donc je pense que ça vous parle. Et puis, souvent, un faible pilotage politique des projets. C'est-à-dire que les demandeurs, qui dans le monde projet, on appelle les maîtres d'ouvrage, souvent se défaussent sur la technique. Donc, c'est les maîtres d'œuvre, les techniciens, les ingénieurs qui vont piloter le projet. Et toute la vision systémique, multilogique, elle n'est pas tenue, en fait. Et du coup, le risque de cette conduite du changement technocentré, c'est un risque de rigidification du travail, où en fait, on prend en compte une vision théorique du travail, donc on ne prend pas du tout en compte les ressources nécessaires aux opérateurs cognitifs, organisationnels pour travailler. On ne prend souvent pas en compte l'importance des régulations collectives, du travail de groupe. Et on surestime souvent les possibilités de remplacement de l'humain par la technologie. On va mettre un robot sur une chaîne de montage, du coup on sort les opérateurs de la chaîne de montage. Sauf qu'en fait le robot il a besoin d'être piloté, supervisé. Je fais très simple. Hein. Et j'imagine qu'il doit y avoir des analogies à faire dans le monde agricole. J'imagine, je suis mal placée pour... On va équiper l'agriculteur avec telle nouvelle technique de culture, il va pouvoir gagner du temps. J'imagine. Et c'est pas toujours le cas. Bon, je vais passer tout ça parce que ça va être trop long. Donc du coup, face à ces écueils, il y a un certain nombre de recherches qui ont montré que pour pouvoir conduire efficacement un changement, il faut avoir une représentation fine de la réalité des situations existantes, donc du travail réel actuel. Pour pouvoir se projeter, il faut déjà avoir une représentation fine du travail actuel. Il faut pouvoir agir sur une définition plus riche des objectifs du projet, qui soit pensé pas uniquement en termes techniques, mais aussi formation, gestion des ressources humaines, santé, etc. Il y a aussi un certain nombre de réflexions sur les structures les plus appropriées, les groupes de personnes à impliquer, donc les comités à construire, les instances de participation à construire, mais surtout, pas uniquement à construire, mais également à équiper méthodologiquement. Et puis, évidemment, il y a des réflexions importantes sur l'intérêt et les méthodes de participation effective des opérateurs, des personnes qui vont avoir à agir dans le nouveau système de travail, qui peuvent être les opérateurs, qui peuvent être l'encadrement de proximité. Et donc, dans le monde agricole, qui peut être les agriculteurs, qui peut être les conseillers agricoles, et qui peut être un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour des agriculteurs. Et là, l'idée, c'est vraiment de placer ces personnes en concepteurs, dans une position de conception, de concepteurs, dans des situations de coélaboration effective. Et pas uniquement, oui, on leur dit on les a prévenus qu'on allait leur mettre un nouveau robot sur leur ligne de montage, et donc ça suffit en fait, il suffit de leur dire ça et tout va bien se passer. Je caricature un petit peu, mais c'est la réalité de ce qui se passe souvent dans les entreprises. Et donc pour faire ça, on a une schématisation de la méthode qu'on met en place, que je ne vais évidemment pas vous expliquer dans le détail, car c'est 80 heures de formation au CNAM pour arriver à faire ça, plus même d'autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différentes phases. On va avoir une phase d'analyse. On va analyser le projet, vraiment les objectifs du projet tel qu'il est pensé par les décideurs, les enjeux, la population cible, etc. On va analyser le travail dans des situations existantes. Et de ça, on va en tirer un certain nombre de repères pour la conception. Et on va chercher à concevoir la situation de travail futur, ici en rose, avec une méthode qu'on appelle la simulation, qui est une méthode de projection vers ce que ce serait la future situation de travail. C'est-à-dire, on sait que dans la situation de travail actuelle, les opérateurs et les opératrices, ils doivent gérer tel type de variabilité. Par exemple, je suis sur une chaîne de montage, ma matière première, elle va varier. Et ça, qu'on me fasse travailler avec un robot ou sans un robot, la matière première, elle va toujours varier. Ça sera à gérer dans la future situation.
Et du coup, on va mettre autour de la table des opérateurs, des supports de simulation, par exemple une modélisation de la chaîne de montage, des concepteurs, et chacun va coélaborer, argumenter dans cette situation qui se veut aidante pour se projeter dans ce que serait le futur travail. Et de ça, on en tire des scénarios, des scénarios privilégiés. Alors, vous voyez qu'on appelle ça des scénarios de prescription parce que quelque part, quand on intègre une nouvelle techno dans une situation de travail, c'est une nouvelle prescription qu'on donne aux opérateurs et aux opératrices. Ils vont avoir à agir avec ce nouvel objet. Et l'introduction de ce nouvel objet va avoir des conséquences en termes d'organisation du travail, etc. Et donc cette méthode, réalisée à différents moments du projet, ça permet d'agir sur la tâche de conception, d'agir sur ce qu'on cherche à concevoir, une nouvelle ligne de montage avec un robot par exemple. Et ça permet aussi aux opérateurs et aux opératrices impliqués de développer leur activité, de développer la future activité. Et puis on peut le répéter comme ça dans les projets. Alors j'en dis pas plus, on pourra y revenir peut-être avec les questions. Ça, j'en parle pas parce que ça fait trop. Voilà, et donc je vais aller assez vite sur l'exemple du coup dans le monde agricole. Donc je vous l'ai dit, ce que je vous ai présenté là, ça s'est beaucoup développé dans le monde industriel, dans le monde des services. Et le travail qu'on réalise actuellement avec Lorraine et Marie Chisalet, donc qui est en thèse, c'est essayer de penser quel mode de conduite du changement peut proposer l'ergonomie pour accompagner les transitions agroécologiques des pratiques agricoles. Donc, les questions qu'on se pose, en fait, si on reprend ce qu'on a travaillé précédemment, dans une intervention ergonomique, il y a un grand accent qui est mis sur ce qu'on appelle la construction stratégique. On va faire se rencontrer les différents décideurs d'une entreprise. Le RH, le service informatique, le PDG, le machin, etc. Si on plaque ça dans le monde agricole, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quels sont les acteurs stratégiques à impliquer dans une intervention pour soutenir les transitions agroécologiques? Quels sont les systèmes de prescription des opérateurs? Dans une entreprise, on a le service RH qui prescrit, le service qualité qui prescrit, le service méthode qui prescrit. Dans le monde agricole, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai toujours pas compris en fait. Je vois bien qu'il y a une réglementation politique, il y a le bassin de l'eau, machin, là, qu'il faut qu'ils fassent des choses avec le bassin de l'eau. Pardon? Faut sortir de Paris. Il y a... Enfin bon, je sais toujours pas. Donc voilà. Mais je pense qu'à la fin de la thèse, on y arrivera peut-être. Donc quel est le système de prescription et qui sont les personnes qui décident de ces prescriptions? Quelles sont les différentes logiques? Donc il y a des logiques politiques, il y a des logiques environnementales, ça j'ai à peu près compris. Et puis, quelles sont les conduites du changement à l'œuvre? Est-ce qu'il y a des conduites du changement? Est-ce qu'il y a une conduite de projet? Ou des conduites de projet vers des transitions agroécologiques à une certaine échelle? Donc ça, c'est un premier bloc. Et c'est important de faire ça, cette construction stratégique, pour assurer la durabilité de l'étude. Parce que vous allez voir que Marie, pour l'instant, elle travaille au niveau d'une exploitation ou de X exploitation. Il y a un moment, il faut remonter à un niveau plus stratégique si on veut que ce qu'elle travaille avec les agriculteurs soit pérenne, soit durable. La deuxième question qu'on se pose, c'est quelles sont les différentes composantes donc, du processus de changement vers l'agroécologie? Est-ce qu'on pourrait tracer des chroniques du changement, comme on trace des chroniques de projets dans les projets classiques? Quels sont les objectifs des agriculteurs, leurs difficultés, leurs ressources? Et puis, quelles sont les activités qu'ils mettent en œuvre, ces agriculteurs, pour conduire leur changement, donc à l'échelle de leur exploitation? Et puis, enfin, quels sont les espaces de collaboration qu'on pourrait créer entre agriculteurs ou entre agriculteurs et acteurs stratégiques? Donc, pour faire ça, en fait, on combine deux approches. On a une approche territoriale et une approche exploitation. Donc, on part d'une exploitation, on va remonter au territoire et on va chercher à redescendre sur une exploitation ou entre le territoire et l'exploitation. Alors, pourquoi cette approche territoriale?
en fait, on s'est dit, bon, nous, ce qu'on sait bien faire en tant qu'ergonome, c'est agir au niveau d'une entreprise. Quelque chose de fini, avec des directeurs bien identifiables, des objectifs de l'entreprise bien identifiables, etc. Donc, on s'est demandé avec les collègues, pour un agriculteur, c'est quoi son entreprise? Je le fais simple. Est-ce que c'est uniquement son exploitation, ou est-ce que les prescriptions auxquelles il est soumis viennent au-delà de son exploitation? En fait, on a la réponse à la question. Les prescriptions auxquelles est soumis un agriculteur viennent d'au-delà de son exploitation. Donc, on s'est posé la question, quelle est l'échelle qui pourrait bien aller? Et on s'est dit que, pour l'instant, le territoire dans lequel il est, ça pourrait être assimilé à une entreprise. Et donc, on pourrait utiliser les outils qu'on met en œuvre dans une entreprise classiquement pour analyser ce qui se passe au niveau d'un territoire. Dit comme ça fait pas super sexy, mais en fait, pour nous, c'est super heuristique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très structurant. Donc, on raisonne au niveau du territoire et on voit le territoire comme une entreprise. Donc, il faut qu'on détermine au niveau de ce territoire quels sont les acteurs stratégiques, quels sont les décideurs. La chambre d'agriculture, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Pardon, les coopératives, etc. Donc, on fait cette analogie. Donc, on va chercher à identifier qui sont les prescripteurs, les décideurs, quels sont les différents régimes de changement dans lesquels les agriculteurs peuvent être pris. Si on allait plus loin et si on était dans une entreprise, on chercherait à identifier les caractéristiques de la population au travail, les caractéristiques